Ah oui, alors bonjour à toutes et tous. Je suis désolé, j'ai fait le coup du micro coupé. Donc, on est ensemble pendant 1 heure et demie et on va vivre deux grands temps. Donc, un temps où Laetitia va nous parler de chatbot et d'usages très concrets en classe. Et bien sûr, nous allons discuter, c'est-à-dire que dans le chat, vous allez poser vos questions, à défaut de pouvoir prendre la parole, nous sommes trop nombreux au niveau bande passante. Et puis, dans un deuxième temps, Aurélie va prendre la parole et nous parler de ce projet européen et de ses perspectives qu'on appelle AI40 et pour qui on est là. Petit tour de table. Laetitia, qui es-tu en quelques secondes? Alors, je suis professeure des écoles spécialisées, donc je travaille depuis un certain temps à l'EREA d'Hauts-de-Provence, dans la vallée du Jabron, donc dans le sud de la France. Et je fais partie depuis 2 ans du groupe intelligence artificielle de la DRAN PACA. Merci. Aurélie. Oui, donc je m'appelle Aurélie Paris, je suis chargée de mission au CNESCO, donc au Centre national d'études des systèmes scolaires, et j'ai été responsable pendant 3 ans de l'évaluation du projet AI4T, donc le projet qui a donné lieu au MOOC auquel vous participez. Donc, on a la chance d'être accompagné par la DNE. Isabelle, peut-être un mot, et puis Jean-Michel ensuite. Jean-François. Oui, bonjour, Isabelle Masseran, la direction du numérique au ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans le cadre du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée auquel je participe, donc qui est dirigé par Axel Jean et qui s'excuse pour son absence aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle et nous avons largement participé à l'élaboration de ce MOOC. Jean-Michel, qui n'est pas DNE, mais qui justement, je vous laisse la parole. Qui n'est ni DNE ni Jean-Michel d'ailleurs, qui est Jean-François. Jean-François, pardon. Et qui est coordinateur exécutif du CNESCO. Et donc à ce titre-là, j'ai travaillé avec Aurélie et avec l'INRIA et tous les partenaires du projet donc AI40. Et nous étions ravis de réfléchir ensemble à tout ce qui peut contribuer à l'amélioration et à l'évolution des systèmes éducatifs, et en particulier du système éducatif français. Super. Donc, en attendant ma gaffe suivante, je vous laisse Bénédicte et Marie. Donc, Marie puis Bénédicte nous rappeler qui vous êtes. Et Bénédicte, tu pourras enchaîner sur le MOOC. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Marie Collin. Je suis ingénieure pédagogique chez INRIA depuis quelques années. Ingénieure pédagogique parce qu'on peut expliquer ça sous forme de accompagnement d'auteurs INRIA, donc spécialiste dans le numérique, sur la création de formations en ligne, donc en particulier de MOOC, et j'ai participé avec Bénédicte à la mise en place du MOOC Intelligence artificielle pour et par les enseignants dans le cadre du projet européen AI40. Bénédicte. Donc, je m'appelle Bénédicte Cardon, j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans avec Marie, mais aussi avec Aurélie, avec Isabelle, Axel et Jean-François. L'idée, effectivement, c'était de créer un parcours de formation disponible dans 5 langues, dont le français. Et le MOOC, actuellement, c'est le produit fini dans la version française de ce projet. L'idée, c'était effectivement de se poser la question de l'acculturation à l'intelligence artificielle, de comprendre à la fois les opportunités, mais aussi les précautions d'usage. Et c'est un MOOC qui s'adresse aux enseignants, mais qui s'adresse aussi à l'ensemble de la communauté éducative. On voit à la fois sur les forums et puis dans les différents postes, il y a des formateurs, des ingénieurs pédagogiques. On est très heureux de toucher un public qui s'intéresse à l'éducation. Merci à vous. Super. Alors, si Marie et Bénédicte sont OK, on se tourne vers Laetitia. Tu vas réaliser un tour de force puisqu'en une vingtaine de minutes, tu vas nous résumer une formation complète. Alors, ne soyez pas frustrés parce que c'est pas la dernière fois que vous entendrez Aurélie d'une manière ou d'une autre pour partager ce qu'elle a fait sur les unités décidément conversationnelles en éducation et en éducation. À toi. Alors, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'être parmi vous pour vous faire un retour d'expérience pédagogique sur l'utilisation et la création d'unités conversationnelles en classe. Donc, n'hésitez pas pendant le webinaire à poser des questions sur le chat, comme on vous l'a dit précédemment, et puis j'essaierai de répondre à tout ça en fin de présentation. Je me suis présentée rapidement tout à l'heure. Donc, je suis professeure des écoles spécialisées
Et donc, je participe depuis 2 ans au groupe de travail sur l'intelligence artificielle à la DRAN de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est à travers ce retour d'expérience, de se questionner par rapport à la question de l'utilisation des chatbots en classe, pourquoi et comment peut-on les intégrer et à quel objectif pédagogique ils peuvent répondre. Donc, dans un premier temps, je commencerai par définir le terme de chatbot et vous présenterai donc les 3 catégories actuelles de chatbots. Puis, on verra ensuite pourquoi et comment les utiliser en classe, à quel type de besoins ils peuvent répondre et quelles applications concrètes on peut en faire en donnant des exemples pour chacune des catégories. Et on terminera par le rôle de l'enseignant et aussi les points de vigilance à apporter dans son utilisation. Donc, tout d'abord, commençons par donner une définition des chatbots ou unités conversationnelles. Donc, c'est un programme, en fait, qui simule une conversation humaine. On peut retrouver ces échanges de façon textuelle ou alors orale. Et on peut donc les retrouver sur différents supports tels que les téléphones, les ordinateurs, les tablettes et aussi sous différentes formes. Donc, ça peut être des liens QR code, une application en ligne, un lien ou une bulle de chat. Donc, actuellement, parmi donc les grands modèles de chatbot, on peut donc faire 3 catégories. La première, comme Mistral AI, Claude, ChatGPT ou Perplexity appartiennent donc au LLM, c'est-à-dire aux grands modèles de langage qui fonctionnent donc comme des réseaux de neurones artificiels qui sont entraînés à la prédiction d'une suite probable de textes. Donc, ils anticipent vos réponses pour interagir avec vous. La deuxième catégorie donc de chatbots, ce sont des LLM auxquels on peut ajouter des données utilisateurs sous forme de PDF, de texte ou de vidéo. Donc là, on peut citer Po, Mizu, Character.ai, OpenGPT. Donc, ces listes ne sont pas exhaustives. Et puis, il y a la 3e catégorie de chatbots donc qui traite le langage naturel et qui fonctionnent comme des arbres de décision par mots-clés ou par conditions. Donc, on peut citer notamment ChatMD et Snatchbot. Donc, on va revenir un petit peu sur les besoins. Donc, pourquoi, en fait, intégrer ces chatbots dans nos scénarios pédagogiques. Donc, ils peuvent offrir effectivement plusieurs avantages que j'ai essayé de regrouper dans cette infographie. Donc, ils peuvent notamment permettre de personnaliser ou de différencier donc l'apprentissage, améliorer l'engagement de l'élève et aussi ludifier les expériences d'apprentissage. Il réalise également une rétroaction instantanée donc avec l'apprenant et aussi il permet de rendre disponible un tuteur hors temps classe avec par contre une vigilance pour éviter la surexposition aux écrans. Donc j'ai marqué 24 heures sur 24, mais effectivement il faut y faire attention quand même. Donc, ça permet également de développer la métacognition, surtout quand c'est l'apprenant lui-même qui va créer donc des chatbots. On en parlera un petit peu plus tard. Et cela permet également à l'enseignant de réaliser un suivi et de réaliser des évaluations diagnostiques et formatives de façon automatisée. Évidemment, donc tout cela permet aussi de développer des compétences conversationnelles et langagières. Donc, comment on peut l'intégrer? Bon, en proposant des activités en classe de façon un petit peu variée. Donc, on peut créer, par exemple, des jeux de rôle. Donc, on peut en fait interagir avec le chatbot en créant ces activités de jeux de rôle ou alors créer des chatbots qui vont accompagner l'élève à la réalisation de tâches spécifiques. Donc là, on est davantage dans le domaine de la co-construction. On peut également réaliser des assistants qui peuvent aider donc au développement d'apprentissage et aussi à développer de la méthodologie par des créations, par exemple, de cartes mentales ou de résumés de cours. On peut inventer des activités langagières, donc c'est le 4e type d'activité, ou de recherche, et également favoriser donc les révisions ou la mémorisation.
Le dernier cas, qui est la création de chatbots par l'apprenant, permet aussi de répondre à des besoins très spécifiques. Donc, dans cette pyramide, j'ai essayé de vous expliquer comment on pouvait intégrer ces chatbots dans nos scénarios pédagogiques. Donc, avant tout, il faut construire sa séquence. Donc, ça, c'est le plus important. Et puis, fixer des objectifs pédagogiques précis afin de voir et de pouvoir évaluer la plus-value d'intégrer un chatbot. On n'intègre pas un chatbot juste comme ça. Il faut qu'il y ait une vraie plus-value à cela. Et donc, on va se questionner sur la manière de faire, de l'intégrer, à quel type de public il va être exposé, quelles vont être ses fonctions ou ses objectifs, et quand l'intégrer, de quelle manière. Une fois que tout cela est établi, on va enfin choisir une ressource adaptée à notre chatbot et pouvoir accompagner l'élève, superviser aussi ses interactions, pour en fait l'évaluer en fin de parcours. Donc là, on voit sur cette infographie un exemple avec une séquence sur la description d'un personnage pour des élèves de CAP. Donc l'enseignant a choisi d'intégrer un chatbot au niveau de la séance numéro 3 qui correspond à une évaluation formative. Et donc, le rôle de ce chatbot aura d'accompagner l'élève dans l'écriture d'une description physique d'un personnage de bande dessinée. Donc, il va accompagner l'élève dans la co-construction de ce texte. Pour cela, l'enseignant va utiliser PoAI parce qu'il permet d'inclure la grille de réécriture en PDF et aussi de le conditionner pour qu'il suive des étapes bien particulières. Ce qui va permettre aussi à l'enseignant de superviser les interactions, c'est son utilisation en salle informatique. Et donc, l'enseignant va pouvoir accompagner l'élève dans son utilisation. L'évaluation du travail de l'élève se fera par rapport aux traces des interactions avec le chatbot et la production finale. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, d'intégration dans un scénario. Là, je vous avais donc expliqué qu'il était important de choisir son outil en fonction de ses contraintes. Donc là, c'est un exemple de tableau qui regroupe les 3 catégories de chatbots que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, on retrouve les mêmes couleurs, donc les LLM qui peuvent permettre donc un ajout de documents et les autres chatbots qui sont plutôt sur le traitement du langage naturel avec des arbres de décision. Donc, on va choisir en fait sa ressource en fonction de ses contraintes. Donc, par exemple, si je veux créer un chatbot où je veux contrôler les données entrées et les réponses, je vais plutôt m'orienter sur la 3e catégorie de chatbot et donc choisir parmi ces 2 propositions ou d'autres, puisqu'il y en a bien d'autres. Mais par contre, si je veux intégrer des documents, je vais plutôt m'orienter sur cette catégorie. Donc, vous voyez que dans ce tableau, j'ai essayé de mettre en avant un petit peu tous les avantages, les inconvénients et toutes les questions que peuvent se poser les enseignants. Maintenant, on va passer aux exemples, des exemples donc d'utilisation en classe concrète, donc par catégorie. Est-ce que je peux oui. te faire souffler une minute? Il y a 2 remarques, donc c'est super. Oui. Je parle même pas de ton exposé tellement il est chouette. Il y a beaucoup d'interactions dans le chat et des interactions d'entraide. J'aime beaucoup cela. Et je vais te regrouper, passer sur les outils. Hein, c'est pour ça que je me suis permis. D'accord. Donc, Misou devient payant, ChatGPT sans compte, avec compte. Est-ce que l'Éducation nationale peut-être prendront la parole? Oui. Donc, en fait, dans ce tableau, effectivement, j'ai mis, vous voyez en bas, tout ce qui est pour l'instant, parce que c'est comme pour tout outil impliquant l'intelligence artificielle, hein, ça peut être gratuit à un moment puis payant à un autre. Effectivement, je vais reparler de Misou dans les exemples d'utilisation en classe et il est passé en partie payant assez récemment. Il y a des expérimentations dans les académies, notamment dans la mienne, où j'ai la chance de pouvoir le tester en version premium. Donc, il y a des discussions avec les différentes académies. Donc, après, c'est peut-être possible qu'il y ait des intégrations, notamment sur les TNE. Voilà, donc c'est en discussion. Et après, donc là, on voit ici qu'on peut toujours trouver des alternatives. Donc là, par exemple, pour OpenGPT, c'est totalement donc open source.
L'ergonomie est peut-être un peu moins bonne, mais en tout cas, on peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est des outils aussi qui évoluent en permanence et on a de nouvelles applications qui arrivent un petit peu chaque jour. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut penser que rapidement, les enseignants puissent avoir des outils pérennes. Super. Isabelle est montée sur scène peut-être pour répondre à la question au niveau de l'EN. À toi. Oui, juste pour compléter, en effet, au niveau du ministère, bon, bien évidemment, ce sont des EdTech, donc elles ont leurs objectifs économiques et leurs impératifs. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui deviennent payantes. Sachez quand même qu'au niveau du ministère a été lancé un P2IA cycle 3. Donc, il est bien évident qu'a priori, ces chatbots devraient être pour partie au moins intégrés. Et donc, les enseignants pourront en bénéficier à ce titre-là. Super. Il y a aussi, bien sûr, Laetitia, des questions sur RGPD, pour faire bref, et des mineurs qui utilisent ces machins. Peut-être fais une remarque courte, Isabelle ou Laetitia, et parce que les gens sont en train de s'entraider dans le chat et de se répondre à cette question. C'est vrai que c'est une partie que je voulais aborder à la fin, là, sur le rôle de l'enseignant et le contrôle des données qui est très important, l'âge, etc. Donc, on pourra peut-être le voir par la suite. Isabelle, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Allez, merci à toi. Laetitia. Allez, donc on va passer aux exemples. Donc, pour la première catégorie de chatbot, les LLM, donc je vous propose deux exemples. Donc, un premier exemple, donc c'est un chatbot qui s'appelle Right Now, qui est un tuteur en production d'écrit qui a été conditionné sur ChatGPT 3.5 qui est donc gratuit. Et donc, j'ai réalisé un méga prompt en suivant les recommandations. Cet assistant tuteur à la production d'écrit doit accompagner les élèves de CAP en lycée professionnel pour les entraîner à l'épreuve d'écriture en 3 fois qu'ils doivent réaliser pour leur CCF de français. Donc, en fait, cet assistant les accompagne dans cette réécriture sans réécrire le texte, d'où la puissance, en fait, du conditionnement. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un conditionnement, hop, vous le voyez à l'écran. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les méga prompts, donc c'est assez détaillé. Donc, on va donner des détails sur le conditionnement, sa fonction et surtout les étapes qu'il doit suivre. Donc là, on voit le texte qui a été rentré par l'élève. Et ensuite, les recommandations qu'a fait donc ChatGPT pour améliorer sa réécriture, en lui rappelant aussi les points. Donc, cette utilisation de chatbot est assez intéressante puisque le conditionnement va permettre à l'enseignant de contrôler en partie les réponses du LLM et de le contraindre à suivre des étapes bien prédéfinies. Le point négatif, c'est que ChatGPT notamment et d'autres aussi LLM ont tendance à corriger instinctivement les fautes d'orthographe. Donc, il faut faire peut-être un travail. Il peut même faire des fautes, mais on peut faire un travail avec l'élève sur cette thématique. Et ça peut être aussi pertinent. Voilà. Donc, pour cet exemple, je vais donc vous présenter un autre exemple. Donc avec prof de maths qui a été réalisé avec Hugging Chat. Donc Hugging Chat est donc open source et totalement gratuit. Donc ce chatbot, mon assistante de mathématiques, a été donc créé par Romain Estampe, qui est enseignant chargé de mission et chef de projet IA pour la DRAN-PACA. Et donc il nous propose là un chatbot en fait qui est là pour accompagner l'élève hors temps de classe, un peu comme un tuteur, et qui peut lui permettre de répondre à des questions pour justement réviser ses cours de maths. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez le lien pour accéder à ce bot. Et on voit un petit peu le prompt qu'il a utilisé, qui est plus court que celui que j'ai fait dans l'autre exemple. Donc, l'avantage, en fait, de créer des chatbots comme ça que l'on va conditionner, c'est vraiment de l'adapter à nos besoins. Alors, pour ce chatbot précisément, son point fort, ça va être la possibilité de l'inclure sous forme de liens ou de QR code sur des ENT, sur des documents papier, donc le rendre accessible assez facilement à l'élève.
Les points négatifs, c'est que on ne contrôle pas les réponses. Donc, il peut y avoir des biais d'effabulation. Donc, pour une utilisation hors temps classe, parfois, ça peut être un peu gênant. Et donc, Romain a pensé adapter donc ce chatbot en créant une IA élève qui serait préférable pour l'instant pour mettre l'élève en fait dans une position d'enseignant où il va être obligé de structurer et d'expliciter ses connaissances et donc d'approfondir réellement ses compétences. Donc là, on est plus dans un système de classe inversée. Donc, on peut se référer aux travaux de Molik et Molik, donc de l'université de Pennsylvanie, qui expliquent un petit peu les 7 approches que peuvent avoir l'IA avec donc nos apprenants. Donc, ces 2 exemples, en fait, ils vous montrent que l'utilisation d'un prompt détaillé est assez efficace, mais on peut aussi proposer des prompts beaucoup plus courts à ce type de LLM. J'en donne un exemple là. Par exemple, on pourrait dire pose-moi 10 questions sur la Première Guerre mondiale avec 3 choix de réponse pour un niveau de 3e dans le système éducatif français. Et on va avoir un résultat qui est quand même assez intéressant. Donc, on n'est pas obligé de passer non plus tout le temps par des méga prompts. Donc ça, c'était pour un exemple pour les LLM. Alors, ensuite, je me permets le micro. Redis-nous juste ce que c'est qu'un métaprompt. Alors, un méga prompt, en fait. Pardon. Voilà, un prompt, c'est le texte que l'on va écrire pour expliquer ce qu'on veut à notre LLM. Donc là, c'était ChatGPT ou GuinChat. Et méga prompt, c'est juste que sa taille va être plus importante et qu'on va détailler à l'intérieur vraiment donc tout ce qu'on veut qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Donc, on va lui donner un rôle, on va lui donner un objectif, on va détailler les étapes qu'on veut qu'il suive pour pouvoir le contraindre, en fait, et limiter justement des fois ces problématiques de fabulation ou de biais que peuvent avoir ce type d'intelligence artificielle générative. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair, n'hésitez pas. Et Hélène et Philippe complètent dans le chat, donc tu peux poursuivre, okay. C'est extra. Super. Donc, on va poursuivre donc avec la deuxième catégorie de chatbots. Donc, ce sont donc des LLM qui peuvent intégrer des documents proposés par l'enseignant. Donc là, je vous présente 2 exemples pour donc un même personnage. Donc, c'est un personnage historique, Lucie Aubrac. Donc c'est voulu, c'est pour montrer qu'on peut utiliser 2 applications différentes pour un même personnage, mais avec des objectifs pédagogiques bien différents. Donc le premier, j'ai utilisé Caractère AI, qui est une application qui permet donc de créer des personnages. Donc là, c'est Lucie Aubrac. Il a été utilisé donc ce chatbot pour un public niveau cycle 3 ou 3e SECPA. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce chatbot en classe, en salle informatique, et de faire émerger l'esprit critique par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, il a été utilisé dans un plan de travail que vous voyez là au tableau. Donc, après une étape donc en classe inversée à la maison, les élèves en classe donc ont dû réaliser une étude de documents. La classe a été séparée en 2 parties. Donc une première partie de la classe avait donc le chatbot qui était présent sur l'ordinateur. Il devait communiquer avec ce chatbot afin de compléter une fiche d'identité et une carte mentale. Et l'autre groupe devait réaliser la même étude de documents, mais en utilisant donc des recherches plus classiques par Internet ou le CDI. Et ensuite, donc, il y avait une phase de mise en commun. Et cette mise en commun a été intéressante puisqu'elle a permis de montrer que le chatbot disait parfois des bêtises, notamment selon quelles questions on pouvait lui poser. Elle répondait toujours, mais elle pouvait répondre à côté. Donc, c'était vraiment dans l'idée de montrer que même si un chatbot va avoir une réponse très fluide qui paraît très sensée, il faut quand même s'interroger sur sa réponse. Donc là, Caractère AI
pour moi en tout cas, peut être intéressant justement pour confronter une recherche plus classique et sourcée et l'utilisation de ce type d'IA. Ensuite, le deuxième chatbot, donc Lucie Aubrac, a été créé sur Mizu, donc comme on l'a évoqué précédemment, qui est passé en partie payant. Donc Mizu donc permet de créer des chatbots en fonction des objectifs pédagogiques des enseignants, et on peut y inclure aussi des PDF et du texte. On peut contraindre aussi la durée de l'activité et transmettre l'activité sous forme de lien ou de QR code. Donc là, pareil, ça s'adresse à un public CM2 ou même donc cycle 3, cycle 4, dans le cadre donc d'une séance en histoire. Là, l'idée était un peu différente, c'était questionner donc Lucie Aubrac sur sa vie afin de compléter donc une carte mentale et une fiche d'identité du personnage. Donc on voit là sur l'écran que je vous projette comment on crée le chatbot. Voilà, donc c'est relativement simple. On voit ici le titre de mon chatbot, l'indication que j'ai donnée. Là, j'ai entré mon document et puis ensuite, je lui ai donné un rôle bien précis. Et donc, l'élève peut interagir. Donc, le gros avantage avec Mizu, c'est que l'enseignant peut récolter donc dans son tableau de bord toutes les interactions du chatbot et de ses élèves. Il peut même émettre des critères d'évaluation et donc prétendre à des notes. Par contre, voilà, le côté négatif, c'est que actuellement, il est passé en partie payant. Donc, à voir un petit peu comment il se positionne pour la suite. Donc, on voit bien que là, deux bots sur un même personnage historique peuvent répondre à un objectif pédagogique différent. Donc, on revient sur notre petite illustration. Il nous reste une dernière catégorie de chatbots qui sont donc les chatbots où on va contrôler à la fois les données d'entrée et de sortie. Donc là, je vous présente un projet que j'ai réalisé avec mes élèves en CAP métallerie, donc à l'intérieur de mon établissement. Donc, je travaille avec des élèves avec des besoins éducatifs particuliers qui ont souvent des problèmes de mémorisation. Et avec le professeur de métallerie, Johan Fraisse, on s'est questionné à la façon dont on pouvait les aider à mémoriser notamment les procédures donc de sécurité et les modes opératoires d'utilisation des machines. Donc, on leur a proposé dans le cadre de leur chef-d'œuvre de créer en binôme une unité conversationnelle qui leur permet en fait de répondre à ces objectifs. Donc, pour cela, on est passé par 6 étapes. Donc, après une présentation du projet, une discussion autour de l'évolution des métiers et l'intégration des intelligences artificielles, les élèves ont établi donc une carte mentale. Cette carte mentale nous a servi de base dans la conception de leur chatbot. Donc, on a utilisé une application qui s'appelle Snatchbot pour créer ces chatbots. Et donc, on a intégré des contenus, alors, texte, images, vidéos, et chacun a été libre justement de l'alimenter comme il le souhaitait. Et puis ensuite, quand donc le chatbot a été prêt, on l'a intégré sous forme de QR code à côté des fiches de sécurité au-dessus des machines. Donc, ça ne remplace pas évidemment les fiches de sécurité, mais apporte donc une utilisation supplémentaire et développe l'autonomie des élèves. Donc là, on voit un exemple pour la cisaille guillotine. Donc ici, donc si vous flashez ce petit QR code, normalement, vous pouvez accéder sur ce chatbot qui aide à l'utilisation de cette machine. Donc là, on est dans le cadre d'un lycée professionnel et donc on a intégré ce chatbot par QR code et les élèves, par une tablette qui est présente dans l'atelier, peuvent l'utiliser et développer l'autonomie. Donc, cette expérience qui est assez interactive a été très positive parce qu'en plus de développer des compétences professionnelles et pluridisciplinaires et numériques, elle a permis de favoriser en fait la métacognition et l'ancrage en fait des procédures. Donc, on l'a bien vu avec l'enseignant. Donc, ça a vraiment facilité cet apprentissage. Donc, le seul point négatif, évidemment, c'est qu'elle est en partie payante. Enfin, donc, voilà, puisqu'au bout de 2000 messages, donc c'est payant.
Donc, on a essayé de trouver une alternative à cette utilisation, et un collègue qui a vu donc notre projet, Cédric Essette de la DRAN de Lyon, a créé donc un chatbot open source qui est disponible sur la Forge des communs numériques. Et donc, il propose de créer des chatbots donc en utilisant des documents Markdown, et donc à partir de ce document Markdown, de pouvoir y ajouter des images, des liens, et de créer assez facilement des chatbots. Donc là, je vous montre un petit peu la manière de procéder pour créer. Donc, une fois que le document est au format Markdown, on se rend sur Apps Éducation, on copie-colle notre document dans CodeIMD, et puis ensuite, on va le personnaliser en ajoutant donc nos mots-clés, nos images, nos liens. Et ça permet ensuite, en rajoutant donc ce lien à cette adresse, de créer un chatbot qui ressemble à peu près à ça. Et donc l'enseignant est encore en train d'améliorer ce chatbot, et met à disposition déjà en fait des tutoriels pour pouvoir donc se familiariser avec sa syntaxe. Donc là, c'est très positif, parce que quand on parlait tout à l'heure d'outils qui n'étaient pas forcément pérennes dans le temps puisqu'ils passaient payants, là, on voit que des enseignants se questionnent et essaient de proposer des solutions qui sont totalement open source. Donc ici, l'avantage de créer soi-même une unité conversationnelle, donc surtout pour l'apprenant, c'est qu'il est acteur d'une démarche de projet, et que il peut accompagner donc la construction de ses compétences disciplinaires, développer aussi des compétences cognitives, et surtout de dépasser des obstacles cognitifs. Donc ça, nous on l'a remarqué, il y a très peu de blocages, même si au début ils se disent qu'ils sont pas capables, ils y arrivent, et ils sont ensuite très motivés. Donc ces créations d'unités conversationnelles peuvent être très variées. On peut créer donc des outils au service de l'établissement pour créer un chatbot d'accueil, ou alors créer des chatbots qui vont vérifier des calculs ou servir à la remédiation, comme celui-ci qui aide à la remédiation en conjugaison, ou alors réaliser des évaluations formatives. Donc j'ai même un collègue donc de PS qui a créé un chatbot pour aider à l'orientation des élèves de 3e. Vous voyez que c'est assez varié. Donc, dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est évidemment le rôle de l'enseignant. Donc, le rôle de l'enseignant est très important. Vous aviez des questions à ce sujet en début de présentation. Donc, effectivement, il va devoir toujours vérifier que le public a la capacité cognitive de comprendre donc l'artificialité du chatbot. Donc, peut-être il serait raisonnable de se dire que un chatbot avant le CM n'est pas forcément adapté, ou que l'utiliser avec un public spécialisé fragile ne l'est pas forcément aussi. Donc, il va falloir qu'il vérifie aussi l'équité et l'accessibilité et les modalités de mise en œuvre de l'outil, donc pour éviter les fractures numériques. Il doit aussi vérifier la fiabilité des données, les biais et les fabulations, et s'assurer de la confidentialité des données. Donc, préférer des applications où on ne demande pas de données personnelles, ou alors créer des comptes classes. Voilà, donc ça, c'est des conseils quand même à suivre. Et ensuite, toujours garder en tête que le chatbot, même s'il peut diversifier les apprentissages, ne va jamais remplacer les interactions humaines, et que l'enseignant doit faire en sorte de garder une cohésion à son groupe classe. La dernière chose, c'est effectivement comment évaluer cet impact de l'utilisation ou de la création des chatbots en classe. Bon, pour l'instant, donc c'est vrai qu'on est au début de son utilisation. Peut-être on peut se questionner sur deux niveaux. Donc, une évaluation peut-être par critère par rapport aux attentes pédagogiques de l'enseignant. Donc, on peut comparer des méthodes plus classiques d'enseignement et des méthodes utilisant les chatbots. On peut aussi mettre des indicateurs pédagogiques afin d'évaluer son utilisation, analyser les données aussi utilisateurs et vérifier son ancrage dans le temps. Ensuite, on peut aussi évaluer l'impact sur l'élève. Donc là, j'ai donc lu une partie du mémoire d'Aurélie Arnoldi de l'Université de Genève qui s'était posé la question de comment évaluer un chatbot. Donc elle s'était positionnée par rapport à l'expérience utilisateur
et donc à trois, on va dire, grands thèmes. Si cette expérience déclenche de la motivation dans l'utilisation, est-ce que réellement le chatbot a une utilité et est-ce que son utilisabilité est suffisante pour que ce soit performant? Donc voilà, je vais conclure. Donc c'est vrai que par l'utilisation de différents chatbots en classe, donc j'ai eu l'occasion de tester là, ces derniers temps, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ces chatbots pourraient symboliser en fait un peu une innovation au sens où il va transformer, donc cet outil éducatif va pouvoir transformer un petit peu nos scénarios pédagogiques en rendant en fait plus facile donc la différenciation et l'inclusion de nos élèves et favoriser l'acquisition des apprentissages. Donc, je vais conclure là-dessus. Et puis, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur le site donc de la DRAN, donc PACA, où on a par exemple la boîte noire qui informe sur les différentes pratiques pédagogiques et sur l'intelligence artificielle, et le groupe CHAP qui est ouvert à tous, donc vous aurez sur la présentation. Super. Alors, je vais relever, avant de questionner directement Laetitia, quelques points. Donc d'abord, il y a des gens qui se sont plaints que l'exposé était déjà super, non, c'est pas à toi, mais que aller sur le chat et faire l'exposé en même temps, c'était réservé à ceux qui avaient deux cerveaux. Pas obligé d'aller sur le chat. Hein. On a au contraire juste essayé sur le chat de répondre à des petites questions. Voilà. Vous m'avez fait remarquer que le diaporama que j'ai partagé de Laetitia était plus riche que la présentation. Super. Ne vous inquiétez pas, il y aura les deux. Vous questionnez aussi sur les différents sur les différents liens vachement intéressants qui ont été mis dans le chat, qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Oui, c'est grave, parce que Marie et Bénédicte vont tout nous récupérer et tout nous mettre en partage. Vous avez demandé ce que c'est que Markdown. Ça a été répondu dans le chat, c'est un format. Super. Et ensuite, maintenant un peu plus sous ton contrôle, Laetitia, des gens se disent, ChatMD, c'est pas de l'IA parce que c'est des arbres de décision. Alors, ne vous inquiétez pas. Oui. En fait, c'est le premier niveau d'intelligence artificielle. Ça fait partie d'une intelligence artificielle. Il y a différents types de niveaux. Donc, on est vraiment au premier niveau, mais ça fait partie des arbres de décision, font partie de l'intelligence artificielle. Voilà. Après, c'est le gros avantage d'utiliser ce type d'outils, c'est de contrôler vraiment les données d'entrée et de sortie. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire et comment on va l'exploiter en classe. Alors, la première question, que évidemment, moi, me touche beaucoup, qui est assez haut dans le chat, c'est quelqu'un qui questionnait sur le développement durable. Alors, on massacre combien % de planètes avec tout ça? Ça, c'est moi qui prends la question. Alors, donc, effectivement, comme pour toute utilisation d'intelligence artificielle, il faut faire attention à son utilisation. Il faut vraiment qu'il y ait une plus-value donc à son utilisation et que ce soit pas juste l'utiliser pour l'utiliser. Donc après, au niveau, ce qui est très gourmand, c'est surtout au niveau des générations d'images. Voilà, donc c'est vrai que si on utilise un chatbot en classe de façon contrôlée, je pense que l'impact sur l'environnement n'est pas forcément pire qu'une utilisation du numérique, d'une recherche Internet. Tout dépend de ce qu'on en fait. Absolument. Et accessoirement, les arbres de décision consomment moins que ce que vous appelez des réseaux de neurones qui font moins de chat GPT, pour faire simple. Oui, tout à fait. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Absolument. Oui, effectivement, dans le Geniali là, que je viens de partager, vous aurez tous les liens et toute la liberté d'aller regarder davantage un petit peu de précision sur les différents exemples. C'est vrai qu'il était difficile en peu de temps de vous présenter vraiment en profondeur ces activités. Donc, je vous incite à y retourner. J'ai même mis le lien à la fin de ma présentation
un petit peu de la formation que j'avais fait, du webinaire que j'avais fait avec l'Adran PACA, où vous avez un peu plus de détails sur ces chatbots. C'est un autre compliment, frustration hein, de l'auditoire, c'est qu'effectivement, tu nous as donné un super panorama et je crois qu'il était précieux. Et donc maintenant, les gens disent « Ah, j'aimerais bien rentrer dans les détails. J'aurais bien aimé que tu racontes tout en détail en 20 minutes, mais en même temps, c'était déjà très dense. » Donc, je pense que quelque part, tu as fait un très joli choix et effectivement, c'est un début, hein, on l'avait dit dès le début, aller plus loin. Il y aura des parcours, alors grâce à Laetitia, mais grâce aussi à toute la communauté d'apprentissage et de pratique, hein, les deux, il y aura des parcours dans lesquels on pourra aller en détail, voir quels sont ces fameux méga prompts, voire même, alors c'est enfin des espèces de méta-mécanismes, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, qui peuvent permettre d'utiliser ces outils. Marie-Bénédicte, vous êtes revenue avec nous, peut-être une remarque ou un commentaire? Moi, je voulais juste souligner que j'ai trouvé très intéressant un moment où tu expliquais, Laetitia, que les chatbots, ils ont leur usage en classe, mais ils peuvent aussi avoir un certain nombre d'usages en dehors de la classe, mais toujours au service de l'éducation. Pour faire le lien avec AI40, parce que l'idée, c'était l'IA en éducation, mais pour faire des plannings, pour répondre à des questions des parents, pour optimiser aussi des thématiques d'organisation. Donc, effectivement, on met la relation avec l'apprenant au cœur, effectivement, des problématiques, mais il ne faut pas fermer la porte à des usages qui sont aussi au service du bon fonctionnement. D'ailleurs, il y a une collègue de l'Académie d'Aix-Marseille, Nathalie, qui a créé, par exemple, un chatbot qui va accompagner les élèves de 6e et leurs parents dans tous les questionnements qu'ils peuvent avoir en entrée en collège, par exemple. Donc, c'est des utilisations vraiment variées, ou alors accompagner aussi les enseignants pour utiliser les plateformes d'évaluation du premier degré. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà, maintenant, il y a encore beaucoup de questionnements, effectivement, hein, que ce soit au niveau environnemental, au niveau évaluation de ces dispositifs, mais il faudra du temps pour pouvoir le faire. Après, je trouve que les retours sont déjà très positifs si on regarde l'engagement des élèves par rapport à ce type d'outils et au dépassement de leurs difficultés. Oui, tout à fait. Alors, il y a Chassoub qui nous pose une question peut-être sur l'évaluation. Il aimerait rentrer dans les détails. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais on pourra le faire. Peut-être tu peux rajouter un petit complément. Et je glisse une question d'une collègue qui demande si ça peut être transposable dans des TPTD du supérieur. Donc là, je me permets de répondre pour y être. La réponse est oh oui. C'est beaucoup de boulot. Parce que Laetitia a menti, entre guillemets, il y a tous les guillemets qu'il faut, sur le fait qu'on ne claque pas des doigts. À chaque fois, c'est une très grosse préparation, comme quand vous préparez des cours. Donc oui, pour l'utiliser ailleurs, oui, pour l'utiliser à autre chose, nous a dit Bénédicte. Et il faut refaire le travail qu'a fait Laetitia. Laetitia, l'évaluation, est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? Alors, pour parler d'évaluation, c'est sûr que ça va transformer la façon dont on va évaluer. Donc, par exemple, pour l'évaluation des élèves qui ont utilisé donc le bot sur la production d'écrits, nous, on a travaillé sur un document Word sur lequel ils ont copier-coller toutes les interactions qu'ils ont eues avec donc ChatGPT, ce qui nous a permis d'avoir en fait à la fois la trace de l'élève, le retour de l'IA générative. L'enseignant a pu aussi rajouter donc ses commentaires et en fait on a évalué les traces et l'évolution en fait du travail de l'élève tout au long de ces interactions. Donc, on est vraiment dans la co-construction et je pense qu'il faudra travailler sur les traces et c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce type de conditionnement, c'est que, en fait, le travail, il n'est pas fait, il est accompagné. Donc, voilà. Donc, mais l'évaluation, pour moi, va être de plus en plus à partir des traces et de l'évolution du travail. Alors, ma remarque a soulevé une question qui suit. Temps de production d'une activité avec chatbot.
Combien de secondes? Non, je plaisante. Combien de… Combien de jours? Alors, tout dépend. Si on me demande combien de temps je mets à créer un chatbot avec Mizou, ça peut prendre 5 minutes. Non, j'exagère peut-être un peu, mais ça peut être assez rapide. Mais par contre, après, c'est un peu comme pour tout, en fait, surtout dans le numérique. Plus on va pratiquer, plus on va être rapide. La première fois qu'on crée un PowerPoint, on met vraiment beaucoup de temps. Et puis après, quand on a compris comment cela fonctionne, on va aller très, très vite. Quand je parlais des méga prompts, c'est pareil. Quand on a compris un petit peu comment on écrit un prompt et comment on parle à une IA générative, au début, on va se dire alors qu'est-ce qu'il faut que je mette en premier, etc. Et puis ensuite, la structure, on l'a et puis on va aller très vite. Donc, je dirais que ce sera pas forcément beaucoup plus long que quand on prépare une séquence classique avec d'autres types de recherche ou d'outils et de supports. Donc, moi, je trouve pas que ce soit vraiment très long. Après, si on parle de création par les élèves comme avec ChatMD ou alors avec Snatchbot, là, ça va être plus long, effectivement, puisque on va tout créer. Donc, on va créer les questions, les réponses, anticiper les mots-clés, etc. Donc, ça, c'est un travail qui va être un peu plus long. C'est pour ça qu'avec les élèves de métallerie, on l'a fait dans le cadre d'un chef-d'œuvre où on a donc des heures dédiées à ça chaque semaine. Donc, voilà, ça dépend un petit peu ce qu'on veut en faire. Super. Alors, je vous renvoie aussi au chat. Là, pour le coup, on peut plus nous accuser d'avoir besoin de deux cerveaux. On voit, je vais pas tous les citer, mais on voit Hélène, Marc, oui. Marie-Agnès, etc., qui complètent. On a eu aussi une question sur des chatbots pour l'orientation scolaire. Donc, je pense que tout ça sont des choses sur lesquelles les gens travaillent. Je crois, pardon, parce que je pense que pour bien tenir le planning, on en est au mot de la fin, Marie et Bénédicte. Laetitia, est-ce que tu as peut-être une phrase ultime et ensuite on vous laissera conclure, les collègues? Alors, une phrase ultime, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que on est peut-être dans une phase nouvelle dans l'appréhension de notre métier. Donc, c'est assez riche et intéressant de se questionner, à savoir, voilà, est-ce que vraiment, ça peut apporter une plus-value et donc s'y intéresser est important pour pouvoir anticiper, voilà, ces changements. Super. Tour de table des personnes qui sont montées sur scène. Alors peut-être Isabelle, je pense que tu es montée sur une intention précise, on t'écoute. Non, c'était pour faire une conclusion. Déjà, bien évidemment, remercier Laetitia pour son intervention, qui est vraiment passionnante. C'est vrai qu'on est actuellement à une période charnière en ce qui concerne la façon avec laquelle on va peut-être enseigner, parce que l'intelligence était déjà présente quand même dans les classes, puisque dès 2018, on avait lancé un partenariat d'innovation en français et en mathématiques pour assister les enseignants et les élèves. Parallèlement, donc i40 permet une acculturation des enseignants qui est essentielle, puisque au-delà de la démystification de l'IA pour certains, il y a aussi une prise de conscience des possibles avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on est à une phase très charnière, puisque avec l'arrivée de ChatGPT, on n'est plus dans une évolution, on est complètement dans une révolution. Et il faut que les enseignants s'emparent de ces outils, de ces nouveaux outils. Alors, c'est vrai qu'au début, ils sont gratuits, ils deviennent payants. Mais bon, il faut quand même tout le monde s'en empare, les utilise, parce que de toutes les manières, les élèves vont s'en emparer. Donc, de toutes les manières, il faut au moins qu'on aille aussi vite qu'eux. Et bien évidemment, tout ça doit se faire dans un cadre juridique qui soit bien préservé dans le cadre du RGPD, dans le cadre aussi du respect de l'environnement. C'est vrai qu'il est essentiel de minimiser quand même les données, les flux de données qui vont être utilisés. Je rebondis aussi sur la remarque de Laetitia relative aux traces d'apprentissage et aux traces d'usage. C'est vrai que là-dessus, on a un énorme travail à réaliser qui pourra nous apprendre à mieux comprendre même l'apprentissage des élèves et donc s'adapter nous en tant qu'enseignants. Donc, à ce titre-là, vraiment un grand merci pour cette présentation qui nous ouvre le chemin des possibles. Et voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, à apprendre, à comprendre. Et les outils sont en train d'arriver. Et dans le cadre du P2IA cycle 3, nous espérons bien évidemment que les chatbots seront là pour aider les enseignants et les élèves dans leurs apprentissages. Ou pas.
Parce que… D'ailleurs, il n'y a pas de règle, justement, c'est le propre de l'innovation, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, donc voilà. C'est formidable. Ça répond à 2 questions, ce ou pas répond à 2 questions dans le chat. Bénédicte, peut-être un mot et puis on laisse Aurélie pour surtout pas lui voler son temps. Voilà, on voulait faire une petite transition en amont de ce webinaire. À partir de vendredi dernier, on vous a proposé de répondre à une question sur quels pourraient être les leviers en fait de l'usage de l'IA en classe. Et on va partager les résultats avec vous. On va faire ça assez rapidement, effectivement, pour que le temps de parole d'Aurélie ne soit pas tronqué parce qu'elle a, elle aussi, plein de choses à nous dire. Donc, j'essaie de partager la bonne image. La question qu'on vous avait posée, c'est selon vous, quels sont les leviers pour favoriser l'adoption de l'IA en classe? On avait fait 2 types de propositions, des propositions qui relèvent plutôt de l'acceptation. Est-ce que c'est la connaissance de l'IA? Est-ce que c'est la confiance dans l'IA qui favorise l'adoption? Et puis des questions qui sont plus articulées autour des outils. Est-ce que c'est la formation aux outils ou la disponibilité des outils? On voit quand même que la question de la confiance n'est pas nécessairement la question la plus, j'aurais dire, cruciale. C'est aussi peut-être quelque chose qui change avec le temps. Il y a toujours le besoin de formation, hein, puisque 74% pardon, des répondants l'ont mentionné. Et puis, il y a aussi la formation aux outils. Alors, j'ose pas dire, mais on est assez contente avec Marie parce que si on organise ces webinaires et on demande à des enseignants comme Laetitia de témoigner, c'est qu'on est un peu persuadé que c'est l'accompagnement dans l'usage qui est le meilleur moyen de passer le cap de ça m'intéresse, je découvre à je l'utilise. Donc, c'est un peu l'objectif de notre réunion de ce soir. Donc, on espère en tout cas répondre à ce besoin que vous exprimez de formation aux outils. Quant à la meilleure connaissance, effectivement, il y a des ressources. Il y a le MOOC AI40, mais il y a beaucoup d'autres choses. Moi, à titre personnel, je reste persuadée qu'il est important de connaître les outils, mais aussi de réfléchir un petit peu sur à quoi ça sert, quelles sont les précautions d'usage, quels sont les enjeux, sans rentrer dans quelque chose de dramatique. Mais voilà, ce petit pas de côté qui permet d'avoir un usage serein et toutes les précautions d'usage qu'a mentionné Laetitia, de l'âge des élèves au respect de leurs données. Voilà, donc je vais, quitter la scène. Alors, ça ne met pas fin à notre discussion sur le sujet, mais voilà, on a fait juste celui d'Aurélie. Et peut-être, Thierry, tu voulais dire quelque chose? Oui, à Aurélie. Voilà. Ok. Merci. Donc, je commence. Moi, je vais vous parler des résultats du projet AI4T, donc l'intelligence artificielle pour et par les enseignants. L'idée ici est de présenter brièvement ce qu'a été ce projet dans un premier temps et ce qu'il nous a appris, puis de revenir sur quelques résultats intéressants ayant trait à la connaissance, les perceptions et l'usage de l'IA par les enseignants, afin de vous donner des éléments de réflexion pour vous situer sur votre propre rapport à l'IA. Alors, AI4T, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne pour soutenir les enseignants du secondaire dans l'utilisation de l'IA en classe. Il a consisté à développer et à mettre en œuvre une formation favorise l'utilisation raisonnée de l'IA en classe. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais cette formation elle a été évaluée de façon indépendante afin de comprendre son impact, mais aussi de mieux comprendre les besoins des enseignants et de guider les politiques publiques. Elle était à destination des enseignants de mathématiques, de sciences et de langues vivantes, avec des élèves âgés de 15 à 17 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, la phase à grande échelle, la phase principale s'est déroulée sur l'année scolaire 2022-2023, avec un total de 1005 enseignants venant de 302 établissements scolaires dans 5 pays, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et la Slovénie, qui ont donc participé à cette formation évaluée sur l'IA. Cette formation, elle comprenait des webinaires, des sessions en présentiel, le MOOC AI4T et un manuel ouvert. Quelques mots sur l'évaluation du projet AI4T. C'était une évaluation d'impact qui était la méthode de l'essai contrôlé randomisé, c'est-à-dire que nous avons comparé un groupe d'enseignants participant à la formation à un groupe contrôle ayant des caractéristiques similaires, mais ne participant pas à la formation afin de
d'évaluer réellement les tests spécifiques de la formation, toutes choses égales par ailleurs. On a utilisé une variété d'instruments d'évaluation, donc des enquêtes par questionnaire, mais aussi des entretiens et l'analyse des traces numériques sur le MOOC qui a été conduite par un partenaire du projet, le Lauréat, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Il y a eu plusieurs types de participants à l'évaluation, donc les enseignants bien sûr, mais aussi leurs chefs d'établissement qui ont reçu un questionnaire et avec qui on a conduit des entretiens, et une classe d'élèves pour chaque enseignant qui a aussi été interrogée par questionnaire. Donc, sur les conclusions de l'évaluation, nous avons donc évalué l'impact de la formation à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'impact sur les connaissances. Nous avons demandé aux enseignants d'auto-évaluer leurs connaissances de l'IA. Nous leur avons posé des questions de connaissances sur le fonctionnement de l'IA. Nous leur avons demandé aussi leur familiarité vis-à-vis des technologies de l'IA. Et nous leur avons demandé de correctement identifier l'IA dans certains types d'outils. Et sur tous ces indicateurs, sur quasiment tous ces indicateurs, on a vu une augmentation forte et significative, donc des connaissances de l'IA des enseignants, du groupe qui a participé à la formation par rapport au groupe contrôle. Leurs connaissances sont plus augmentées que celles du groupe contrôle. Sur les usages, l'impact a été plus limité. On n'a pas vu d'impact significatif de la formation, c'est-à-dire que les usages n'ont pas plus augmenté dans les enseignants qui ont participé à la formation, excepté lorsqu'on regarde sur des outils précis, tels que Quick, qui a été proposé et mis en libre accès à tous les enseignants participant à l'expérimentation, et l'outil VitaScience, qui a été testé durant la formation. Et on a vu une augmentation de l'usage pour les enseignants qui avaient déjà un fort sentiment d'efficacité pour intégrer des outils numériques. Donc, sur l'usage, l'impact a été limité à ces enseignants-là. Donc, nous nous sommes demandé, lors des entretiens avec les enseignants, ce qui a pu limiter l'usage. Et la principale barrière qu'on nous a remontée à ce moment-là, c'est l'accès aux outils d'IA. Donc, les enseignants, on l'a mentionné dans la présentation précédente, se sont souvent retrouvés face à des outils qui étaient payants, qui étaient en partie payants, ou qui n'étaient pas conformes au RGPD ou interdits par leur hiérarchie. Et aussi dans le cas donc, particulièrement des lycées professionnels où les enseignants ont mis en avant que ce n'était pas forcément adapté à leurs besoins spécifiques. Donc à partir de l'évaluation, on a pu dégager des pistes pour soutenir l'usage de l'IA dans l'éducation, donc basées sur les retours des enseignants et des chefs d'établissement. Tout d'abord, en ce qui concerne la formation, les enseignants ont demandé plutôt de privilégier l'application pratique aux apports théoriques et de favoriser les interactions avec les formateurs et les pairs, comme ça a été le cas dans la formation ITLT. Ils ont aussi, donc, on a vu que la facilité d'accès des enseignants à l'IA était un réel sujet, donc c'est important d'accorder un accès effectif aux outils d'IA, c'est-à-dire qu'ils soient autorisés, qu'ils soient gratuits ou payés sur le long terme par l'éducation nationale. Des outils adaptés aux différents types d'établissements et niveaux scolaires, et on pense en particulier aux lycées professionnels, et des outils facilitant la préparation des leçons, la correction, l'analyse des difficultés des élèves et la personnalisation de l'enseignement. Donc pour ce point-là, en fait, on a posé des questions aux enseignants sur leurs besoins et sur ce que l'IA pourrait leur apporter, et ce sont ces dimensions-là qui sont ressorties comme les besoins que l'IA pourrait remplir. Ensuite, le dernier point, c'est la garantie d'un cadre éthique pour l'utilisation de l'IA. On a discuté avec les enseignants et les chefs d'établissement, et ce qui est beaucoup ressorti, c'est la protection des données, la question de la protection des données et la prévention de certaines finalités, avec notamment la problématique de la surveillance ou de l'influence des intérêts privés. Voilà, donc ça, c'était pour les grandes conclusions sur le projet ITLT. Et maintenant, je vous propose de rentrer plus spécifiquement dans certains résultats, et notamment dans les résultats de l'enquête de début d'expérimentation, qui a permis de faire un état des lieux sur les connaissances, perceptions et usages de l'IA sur l'IA par les enseignants, avant qu'ils prennent part à la formation. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite activité, c'est de vous aussi répondre à certaines des questions qui ont été posées aux enseignants du projet ITLT, afin de voir quel est votre rapport à l'IA. Et donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est partagé dans le chat ou utiliser le QR code
Et Bénédicte va partager les questions qui vont être affichées dans le WooClap. L'idée, c'est que vous répondiez donc à la fois pour vous situer vous-même par rapport à l'IA, mais aussi puisque les questions qui ont été posées aux enseignants sur l'intelligence artificielle ont été posées en novembre 2022 pour la France et la Slovénie, et en mars 2023 pour l'Italie. Donc vous voyez que pour la plupart des enseignants, ils ont répondu avant le boom de l'IA générative qui a eu lieu à la fin de l'année 2022. Donc ce petit sondage va aussi permettre peut-être d'actualiser, de voir s'il y a des évolutions par rapport aux représentations sur l'IA c'est maintenant un peu plus d'un an. Donc, voici, je vais vous présenter maintenant les réponses à l'enquête, qui a été menée donc, en fin 2022 et début 2023. Donc le premier grand résultat qu'on a eu, c'est qu'il y avait une attitude très positive vis-à-vis de l'IA. On voit que dans les 5 pays, dans les 3 pays présentés ici, donc la France, l'Italie, la Slovénie, on a à peu près les mêmes résultats, et que la grande majorité des enseignants considèrent que l'IA serait plutôt utile dans leur travail d'enseignant, qu'ils aiment ou aimeraient utiliser l'outil d'IA. On a quasiment 2 tiers des enseignants qui pensent que l'outil d'IA serait facile à utiliser, et seulement un peu plus de 10% qui pensent qu'utiliser des outils d'IA les rend ou rendrait anxieux. Donc, on a une attitude plutôt très positive. Maintenant, concernant la connaissance de l'IA, donc là on a une connaissance plutôt modérée selon les enseignants qui s'auto-évaluent. On voit que la plupart des enseignants se plaçaient au début de la formation dans connaissance de l'IA plutôt bonne, plutôt mauvaise, dans les options du milieu. Et un grand résultat qu'on a eu, c'est qu'à l'époque, on avait quasiment 50% des enseignants, quasiment la moitié, qui ne pouvaient pas citer d'outils d'IA qui pourraient être utilisés à des fins éducatives. Donc on voit qu'ils avaient une vision pas très concrète de l'IA pour leur métier, de quels outils ils pouvaient utiliser. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ces chiffres sur l'utilisation, puisqu'on voit qu'en France et en Italie, quasiment la moitié disaient n'avoir jamais utilisé d'outils d'IA pour l'éducation sur cette année-là. Et c'est un peu différent pour la Slovénie, où là, on est plutôt à 29% d'enseignants qui disent ne pas avoir utilisé des outils d'IA pour l'éducation. Et ce résultat, cette différence pourrait s'expliquer notamment par l'utilisation de Photomath. On a vu que les enseignants slovènes utilisaient beaucoup plus Photomath que les autres. Ils étaient à 33% donc des enseignants de mathématiques slovènes qui disaient utiliser Photomath, 50% qui disaient avoir demandé à leurs élèves de l'utiliser. Et à côté de ça, il est aussi important de noter que, donc ça c'était pour les outils d'IA pour l'éducation, créés spécifiquement pour l'éducation, mais les enseignants ont aussi d'autres outils qu'ils ne voient pas forcément comme des outils d'IA et qu'ils utilisent par exemple comme les traducteurs automatiques, où 58% des enseignants de langue, tout pays confondu, disaient utiliser ces outils. Alors, et là on peut partager vos réponses au sondage pour voir un peu comment ça évolue et comment vous vous situez par rapport à ça. Voilà. Et ça, c'était la réponse à la première question. Si on calcule ni d'accord ni pas d'accord et pas d'accord ensemble, on est à moins de 10%. Donc, on est dans une très grande majorité d'enseignants qui pensent que l'IA serait utile pour leur travail. Je vous passe désormais le deuxième slide, l'évaluation de la connaissance de l'IA. Oui, mais Aurélie, tu es questionnée par plusieurs personnes. Je me permets d'entamer la discussion sur cet échantillon. Par exemple, François questionne sur le volume. Est-ce que vous avez pris des volontaires? Donc, dans ces cas-là, il y aura un biais. C'est des gens intéressés par l'IA. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez cherché la représentativité, donc y compris ceux qui, de toute façon, vont détester l'IA? Donc, représentativité de l'échantillon et son volume, au passage, pour les statisticiens qui traînent aujourd'hui. Ce sont des volontaires, donc en effet, ce n'est pas un échantillon qui est représentatif de la population enseignante générale. C'est un échantillon en fait, qui va représenter en quelque sorte les enseignants qui se forment à l'IA. Donc nous, on s'intéressait à de donner une formation à l'IA, comment les enseignants à qui on donne une formation à l'IA se positionnent par rapport à l'IA. Donc c'est une population qui est biaisée, mais en fait, c'est toujours le cas quand on donne une formation à des enseignants en France. C'est que c'est très souvent un contexte de volontariat.
Donc, en ce sens, notre expérimentation, elle est représentative de ça, de ce type de mesures. Et puis, il y a cette même question a été posée de manière subtile par quelqu'un qui a employé le terme de béotien. C'est-à-dire que oui, des gens qui pensaient pas utiliser l'IA, maintenant l'utilisent, mais ce sont des gens qui probablement, sous ton contrôle Aurélie, n'étaient pas, pour employer le mot, des béotiens en informatique. Ce sont des gens qui avaient déjà Et en ce qui concerne le chiffre, on a un peu plus de 700 répondants à l'échelle internationale. Et on a 5 pays avec 3 pays principaux qui ont constitué l'échantillon et qui sont les pays qui sont présentés, la France, la Slovénie et l'Italie. Et pour ces 3 pays, on est autour de 200 répondants. Pour compléter la réponse d'Aurélie, tous les enseignants ne sont pas des techniciens d'intelligence artificielle, et heureusement pour les ingénieurs, car nous serions redoutables. Mais je pense que tous les enseignants ont conscience que dans leur environnement personnel, et donc, a fortiori dans la classe, peuvent utiliser l'intelligence artificielle. On l'utilise tous à titre personnel, et c'est vrai qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour assister l'enseignant dans la préparation de son cours, pour la différenciation. Donc, à ce titre-là, nous ne sommes pas. L'objectif n'est pas de former des techniciens, de devenir, excusez-moi, des techniciens de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est qu'il y ait juste suffisamment de transparence avec l'intelligence artificielle pour que l'enseignant puisse s'en emparer dans un cadre de confiance, avec bien évidemment en respectant tous les enjeux éthiques, juridiques, scientifiques, qu'il sache quel est l'algorithme qui est derrière, qu'il y ait la plus grande transparence pour qu'il puisse s'en emparer avec sérénité. Donc jamais un enseignant, tous les enseignants ne seront pas des techniciens de l'intelligence artificielle, au contraire, mais on en serait tous des utilisateurs et on sera tous des citoyens éclairés si les enseignants le deviennent, si le son, qu'on apprivoise l'intelligence artificielle s'il était nécessaire, et qu'on puisse l'enseigner aux élèves pour qu'eux-mêmes deviennent des citoyens éclairés qui ne subissent pas les outils qu'ils pourraient utiliser. C'est à ce titre-là, je pense que c'est très, très important. Laetitia, tu es montée sur scène peut-être pour dire quelque chose. Oui, si je peux rajouter quelque chose, je trouve que justement, l'intelligence artificielle permet à des personnes qui ne sont pas forcément très au fait de la programmation, qui ne sont pas des techniciens ni des ingénieurs, ou qui ils peuvent facilement s'emparer de ces outils. Moi, par exemple, j'ai pas un gros niveau de programmation et ça n'empêche pas d'intégrer dans ces pratiques les unités conversationnelles ou les IA génératives, parce qu'elles sont justement basées sur le traitement du langage et que la langue est très importante. Et on peut même faire créer du code maintenant à des IA. Donc, justement, je trouve que l'ouverture est intéressante. Voilà, et ça, c'est assez nouveau. C'est pas réservé à des spécialistes. Ouais. Moi, je me permettrais juste, Thierry, de dire un mot sur l'expérimentation. À e40, il y avait un MOOC, il y avait aussi des webinaires et puis il y avait aussi des journées de formation en présentiel dans le dispositif de formation. Et moi, j'ai assisté à la deuxième journée en présentiel qui a eu lieu dans l'Académie de Rennes. Et en fait, on n'avait pas des professionnels du numérique en éducation. Il y avait des gens avec un intérêt. Il y a aussi des gens qui étaient avec un intérêt, mais au début de leur pratique, des gens qui n'étaient pas dans l'usage déjà avéré d'outils d'IA. Donc, effectivement, on peut parler de biais parce qu'on propose une formation à des gens qui sont intéressés. Ça ne veut pas dire qu'on avait dans le corpus des volontaires à e40 des gens qui étaient à 100% de l'usage. Donc, il faut quand même garder quelques précautions quand on parle de biais. Il y avait un intérêt, mais voilà, c'était des gens qui étaient aussi dans un dispositif de formation. Et on avait aussi ce double profil pour, je ne sais pas si on l'a rappelé, sans doute Aurélie l'a dit. Initialement, c'était des enseignants de maths et des enseignants de langue, donc des gens, alors ça ne préjuge pas de leur intérêt personnel, mais des gens aussi avec des profils de formation assez différents. Oui. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui propose, par exemple, de s'associer à ChatGPT, que l'Éducation nationale s'associe à ChatGPT. On va pas répondre sur ce point précis, mais oui, aujourd'hui, l'Éducation nationale, moi qui n'en fais pas du tout partie, je peux être le témoin qu'il y a vraiment des ingénieurs de très haut niveau qui y travaillent pour qu'il y ait des outils qui soient nos outils au niveau de l'Europe et au niveau
pays et qui donne les réponses à ça. Si jamais on a fini sur ce sujet, j'ai laissé passer dans le chat beaucoup de questions sur, je pense à François quand il est intervenu, l'enseignement adaptatif. Les gens ont dit c'est quoi Quick, vous savez, je sais pas comment le prononcer là, le machin qui génère, ouais, Quick, des exonates. Donc il y a caché derrière ces mécanismes, et Laetitia l'a abordé, l'idée qu'on va adapter les exercices à l'élève. Donc, c'est à la fois… Alors, ne nous demandons plus si c'est vraiment de l'IA ou pas. Le vrai sujet, c'est qu'il y a là une redéfinition des rôles. C'est plus l'élève qui fait des quiz, c'est l'élève qui répond à des questions, qui petit à petit voit devant lui l'outil s'adapter à son niveau, à sa zone proximale d'apprentissage qui lui permet d'apprendre au mieux. J'ai parlé beaucoup peut-être pour me tourner vers Laetitia, Isabelle, et peut-être Aurélie pour donner un peu plus de substance à ce que j'ai dit. À vous. Oui, du coup, je rejoins ce que tu viens de dire. En fait, par exemple, l'IA qui va être mis en place là, à la rentrée part de ce principe-là. Donc, du coup, doit s'adapter donc à la zone proximale de l'enfant au niveau de ses apprentissages et lui proposer des exercices qui correspondent. Voilà. Pas trop facile, sinon on se lâche, pas trop dur, sinon on se décourage. Exactement. Et justement, ça fait partie des outils qui ont été discutés dans LKT, qui ont été proposés aux enseignants. Donc, on avait par exemple l'usage de Quick, qui était un outil, si je vais juste en là, l'usage de Quick, qui était un outil d'apprentissage personnalisé en mathématiques et qui a été utilisé par certains enseignants de mathématiques dans le cadre du projet. Et là, on a vu quelque chose qui était intéressant aussi, c'est la question d'à quel moment on utilise réellement ce côté adaptatif. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit beaucoup utilisé pour que ça se déclenche et pour que l'outil puisse réellement s'adapter à l'élève, pour que l'élève fasse beaucoup d'exercices. Donc, il y a eu cette limite aussi de à quel point les enseignants l'ont utilisé pour que cette fonction-là se déclenche dans l'outil. Et là, on a deux exemples d'enseignants qui ont essayé un peu d'utiliser ce type d'outil. Donc, on avait Quick et on a Duolingo. Et qui montrent que eux, donc ils ont eu un usage un peu limité, qui a été plutôt sur des élèves en fait motivés qui l'ont utilisé hors de la classe. Et ils disent par contre que pour ces élèves-là, ça a été très utile. Donc notamment l'enseignant de mathématiques qui dit que ça aurait été l'équivalent de pour faire 2 ou 3 heures de soutien de maths dans la semaine, parce qu'ils faisaient beaucoup d'exercices. Alors, j'ai encore un faisceau de questions. Oui, pardon, fini, je vous en prie. C'est bon? Un faisceau de questions sur, bon, alors, est-ce que tout ça, c'est pas un phénomène de mode? On a déjà eu les TBI, les TNI et autres Schtroumpf-I. Il en reste toujours quelque chose. Et ça aussi, c'est la force de ce projet AI40, dont je ne fais pas partie, c'est qu'en fait, ils ont aussi éliminé un certain nombre de choses. Ils ont filtré pour que, oui, dans 5 ans, on aura laissé tomber certains gadgets, mais les choses ont changé. Pensez à l'introduction de l'enseignement de l'informatique, la possibilité de programmer des exercices scolaires. On n'est plus dans l'euphorie des gadgets du début. N'empêche que vous vous souvenez de la date donnée par Isabelle. Collectivement, on y travaille depuis 2018, hein, ce n'est pas depuis le mois dernier. Sur la pérennité de ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être Isabelle ou quelqu'un a un avis à renforcer? Alors, il est évident, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on est au début de la révolution, en fait. Donc, je pense que les IA génératives, certes, mais toutes les IA en général, vont nous permettre des évolutions avec lesquelles il va falloir vivre dans la classe et hors la classe. Après, il y a quand même, au moins pour l'enseignant, l'objectif, c'est toujours d'assister l'enseignant. En aucun cas, c'est de le remplacer, bien évidemment. Ça, je veux dire, c'est juste une affabulation, c'est juste même pas imaginable. Et de toute manière, seul un enseignant pourra motiver l'élève et l'accompagner et le comprendre en le regardant le matin. Et donc ça, on va pas revenir dessus. Par contre, l'IA va pouvoir l'accompagner, l'aider dans la construction de ses élèves, va permettre la différenciation, la personnalisation des apprentissages au bénéfice de l'élève.
il va peut-être y avoir plein d'évolutions dans la correction des examens, dans la correction des cours. Voilà, tout est possible. Là, on est vraiment au début de notre évolution. Donc, je pense que il faut vraiment laisser personne sur le chemin. On parlait de personnes qui sont intéressées par l'IA. Je pense que tous les enseignants, à un moment ou à un autre, j'ose espérer, vraiment je le souhaite, c'est qu'on va leur proposer des ressources et ils vont être passionnés. Et ça, c'est ce qui va les mener à utiliser l'IA et à s'en emparer. On peut le faire sur le P2IA, donc on a développé des solutions. On a beaucoup d'utilisateurs enseignants au cycle 2 avec différentes solutions telles que Lalilo ou Adaptive Math en français et en mathématiques. Et en effet, les enseignants, je ne pense pas qu'il y ait que des geeks qui s'en servent. Ce sont des enseignants qui pensent justement à être assistés dans leur travail pédagogique pour aider les élèves à progresser. Et à ce titre-là, l'intelligence artificielle sera un outil important pour l'enseignant. Et donc, c'est le début. En fait, c'est vraiment le début. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse passer le train. Et j'incite tous les enseignants là, qui sont là aujourd'hui, à vos collègues qui, en l'occurrence, ne sont pas du tout branchés sur l'intelligence artificielle, qui fassent le mot K40, au moins, qui s'en apprennent, qui voient comment ça pourrait peut-être les aider, les faire évoluer. Et puis après, je pense qu'il va falloir qu'on en discute, qu'on échange. Et à ce titre-là, ça va peut-être faire évoluer nos pratiques, peut-être, mais positivement. Voilà. Et le tout toujours au bénéfice de l'élève. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Un autre faisceau de questions, on voit le dialogue entre François et Olivier. On a déjà abordé RGPD, on a juste dit vie privée, etc. Est-ce que l'une d'entre nous pourrait peut-être un peu plus détailler ce qui aujourd'hui est fait ou est étudié pour effectivement préserver notre souveraineté au sens noble, hein, pas au sens ou préserver notre vie privée? Alors, j'ai envie de dire… Oui, vas-y Isabelle. Alors, là, la doctrine est très simple en ce qui concerne le RGPD. Le RGPD, premièrement, c'est la loi. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de préserver nos données, en l'occurrence, les données des élèves et nos données en général. Donc, les enseignants, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour les assister dans la préparation et dans la réalisation d'activités pédagogiques à leur initiative, sur leur contrôle. Et dans le cadre scolaire, les usages par les professeurs et les élèves doivent respecter le RGPD. Donc, de toutes les manières, à ce titre-là, à ce moment-là, les données seront vraiment protégées. Donc, il faut ne pas… C'est extrêmement important, en effet, cette protection des données. Et on y travaille dans tous les marchés sur lesquels on travaille. Bien évidemment, le RGPD est au centre de nos préoccupations. On s'inscrit dans un cadre de confiance et le cadre juridique et la protection des données est une des pierres d'angle de ce cadre de confiance. Moi, je me permets juste d'intervenir, Thierry. Peut-être qu'il faudrait laisser Aurélie terminer sa présentation parce que le temps passe et elle a encore des choses intéressantes à nous dire, notamment sur les élèves et les chefs d'établissement. Est-ce que ça vous va, même si c'est un peu abrupt comme transition? Non, non, bien sûr, mais j'avais demandé à Aurélie si elle avait fini et j'ai mal compris la réponse. Aurélie. Oui, donc est-ce que Bénédicte, tu veux dire quelques mots sur cette diapositive qui était un travail de l'INRIA? Oui, l'idée c'était de partir de vos réponses dans le chat du forum du MOOC. L'idée c'était, et ça on l'a fait il y a un mois, donc les choses ont depuis changé, c'était de voir quels outils vous citiez et quels usages y étaient associés, et puis quelles étaient les récurrences en fait. Donc, on voit ChatGPT est quand même très, très en haut de notre tableau. WooClap et QuizWizard sont beaucoup cités également. Et on voit la multiplicité des usages avec des choses qui sont quand même récurrentes comme les quiz, comme la préparation, tout ce qui va être préparation des leçons. Et puis, un aspect que moi, j'avais moins anticipé, notamment sur les images. Donc voilà, ce slide, il sera également dans le replay qu'on partagera avec vous. Mais on trouvait intéressant de partir en fait de ce que vous apportez comme matière dans le forum pour voilà, s'interroger sur les outils et ce qu'on en fait. Voilà, merci Aurélie.
Et donc, au-delà des résultats sur les enseignants, on a aussi posé, donc je vous ai parlé au début d'un questionnaire aux élèves et aux chefs d'établissement. Donc, je vais vous donner quelques éléments qu'on a recueillis via ces questionnaires, des éléments de contexte. Pour les chefs d'établissement, on s'est intéressé donc à la dynamique qu'il pouvait y avoir dans l'établissement menée par le chef d'établissement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que pour l'Italie, on a vu des grandes différences là, entre les pays. Pour l'Italie, par exemple, on avait des chefs d'établissement qui pensaient qu'intégrer l'IA était une priorité pour eux, donc on était à 64%. C'était beaucoup moins pour la France, on était à 14% des chefs d'établissement qui pensaient que c'était une priorité. Donc, on voit que dans tous les pays, on avait en revanche pas une dynamique qui touchait tous les enseignants, puisque les chefs d'établissement déclaraient que seul un quart des chefs d'établissement en Slovénie et en Italie déclaraient que la plupart des enseignants de leur établissement considéraient qu'intégrer l'IA était une priorité. Et cette proportion était de 5% pour les établissements français. De même, on voit qu'en Italie, il était beaucoup plus courant d'avoir un comité ou un groupe de travail chargé de discuter de planifier l'utilisation de l'IA dans l'établissement qu'en France ou en Slovénie, qui était à 13 et 21%. Et maintenant, qu'en est-il des élèves? Donc, on a aussi demandé aux élèves s'ils savaient ce qu'était l'IA. Donc, c'est des élèves de lycée, de 15 et 17 ans. On voit qu'il y en a quand même très peu qui disent qu'ils ne savent pas du tout ce qu'est l'IA. Plutôt au milieu, en disant soit qu'ils savent un peu ce qu'est l'IA, ou ils savent plutôt bien ce qu'est l'IA. Et là, je ne sais pas si on a vraiment le temps de faire ça, parce que je passe directement au résultat. Oui, peut-être, Aurélie, désolée. Mais... on a aussi... Oui, non, pas de problème. On a aussi demandé aux élèves s'ils connaissaient, s'ils avaient déjà entendu parler de différents enjeux liés à l'IA. Et on a vu que c'était surtout les atteintes à la vie privée qui étaient très connues des élèves. On avait une majorité d'élèves qui disaient avoir déjà entendu parler de cette problématique. Ensuite venait l'utilisation de l'IA à des fins abusives. Et la dernière, la moins connue, était la question des discriminations qui pouvaient être perpétuées par des outils d'IA. Et voilà donc pour la présentation. Je vous invite à consulter le site aikt.eu pour en savoir plus sur le projet et avoir notamment plus de résultats avec les rapports d'évaluation qui sont publiés sur ce site. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci Aurélie. Oui, effectivement, là c'est en version très synthétique, une évaluation qui est une évaluation importante et qui a, enfin, dans le sens où elle a des moyens, du temps et beaucoup de données. Voilà, on a tous beaucoup de choses à faire, mais si vous voulez, je pense qu'il y a des lectures que nous, on a trouvées intéressantes. Et puis, sur des sujets, finalement, où des études de cette ampleur-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, c'était aussi une étude pionnière et en ce sens intéressante au moment où on se pose plein de questions. Donc, merci beaucoup à Aurélie. Bon, on est un petit peu en retard, donc c'est peut-être le moment de se quitter. Oui. Moi, j'aime bien quand Thierry dit le mot de la fin parce qu'il a toujours une manière de le faire qui est peut-être plus efficace que la mienne. Est-ce que je peux te laisser nous dire au revoir? Au revoir. Merci à toi, c'était parfait. Thierry, c'était parfait. Voilà, merci à tous. Et la question s'est reposée dans le chat. Effectivement, il va y avoir un replay. L'ensemble des présentations sont synthétisées. Un certain nombre d'éléments partagés dans le chat sont concaténés de manière à être ajoutés à ce que l'on partage. Et on le met en ligne dans le MOOC. On fait ça en fin de semaine prochaine pour se laisser le temps de faire des petits raccords son ou des petits raccords images si besoin était. Merci encore de votre présence et on espère, je le dis, on espère faire une troisième édition du webinaire, mais un peu de suspense sur à la fois la date et le sujet, mais on est très heureux de ces moments d'échange avec vous.